Merci beaucoup. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Le propos que j'aimerais vous tenir pendant ces prochaines minutes vise à vous donner quelques clés de lecture pour mieux comprendre ce qui influence un facteur déterminant de notre quotidien. Aujourd'hui, un colosse au pied d'argile, on parle de l'énergie et de l'énergie électrique dans ce cas particulier, mais également des clés de lecture qui, je l'espère, vous permettront d'appréhender les éléments qui pourraient nous permettre, qui devraient nous permettre, dans un cas extrême, d'éviter le blackout, à minima la pénurie. Je vais aborder pour ce faire en fait trois thèmes. Tout d'abord, comprendre en fait dans quelle mesure le monde énergétique dans lequel on vit est en révolution et révolution assez intensive. Nous aborderons également ensuite quelques thèmes sur l'équilibre, comment est-ce que équilibrer et sécuriser cet environnement pour éviter justement les crises. Et troisièmement, comment est-ce qu'on se projette dans le futur, comment est-ce qu'on s'assure que nous avons assez d'énergie et à quel prix. Alors, révolution, on parle toujours d'évolution et autres, mais mon propos, ça fait 20 ans maintenant que je suis dans ce milieu, d'abord à la direction générale de SIG, puis de celle de Romand Énergie. J'ai pu voir sur les 20 dernières années l'évolution de ce thème qu'est l'énergie, en fait. Je me rappelle qu'il y a une vingtaine d'années, ce n'était certainement pas le thème dont on discutait le dimanche à midi autour du gigot, mais aujourd'hui, force est de constater que c'est devenu un thème absolument commun, spécialement dans les discussions professionnelles, mais sûrement également familiales. Donc révolution qu'on peut en fait qualifier de la sorte. Nous sommes passés en une dizaine d'années, à peine plus, peut-être 2 décennies, d'un monde qui est extrêmement vertical et homogène. Le monde de l'énergie électrique a plus d'un siècle, puisque l'énergie électrique a été inventée ou développée à la fin du XIXe siècle. Donc un monde relativement connu, très verticalisé, très homogène, des grosses unités de production, des grosses unités de transport, de distribution, jusqu'à votre domicile, votre entreprise. Et puis, de fil en aiguille, notamment avec l'évolution des progrès technologiques liés au photovoltaïque, mais aussi grâce à la digitalisation, on a pu voir émerger des modèles hétérogènes, des modèles où l'énergie électrique se produit et se transmet en fait à un niveau horizontal, entre voisins, entre communautés, entre collectivités qui sont voisines, et non plus seulement vers son distributeur qui lui-même le revend ou le produit ou l'achète à son partenaire vertical. On pensait que ça arriverait en fait, ces évolutions, dans les années 2025-35, voire après. En fait, il y a eu une évolution législative en 2018, je ne suis pas certain qu'on l'ait compris à ce moment-là, mais qui a libéralisé en fait quasiment le marché, alors que ce n'était pas l'intention, mais qui a permis en fait le développement de ces micro-réseaux, où il est possible de se regrouper au sein d'un quartier pour produire et consommer dans cette entité. Et cette entité, même s'il s'agit d'immeubles collectifs, locatifs, avec des clients particuliers, avait de facto accès au marché. Et ça a été une vraie révolution dans le monde énergétique suisse en particulier. Donc ce monde vertical et homogène a en quelques années basculé, est en train de basculer, bien sûr, c'est pas abouti, vers un monde très horizontal et extrêmement hétérogène. Ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est cette industrie qui est centenaire. Et puis, comme tout le monde centenaire, on prend des habitudes, on ne change pas trop, a vécu en fait sur un même modèle d'affaires pendant un siècle, comme je viens de l'évoquer. Donc les énergéticiens produisaient, construisaient des ouvrages, et heureusement que nos prédécesseurs ont imaginé, ils ont eu beaucoup de courage pour imaginer cet environnement d'infrastructure, donc on construisait des actifs, et en fait sur la base de ces actifs, on les mettait à disposition pour les consommateurs. Donc un modèle d'affaires fondamentalement basé sur la gestion d'actifs. On valorise des actifs. Il faut savoir, quand on valorise ces actifs de production, des barrages, on calcule leur rentabilité sur 80 ans, 100 ans. Je vous laisse imaginer la véracité, on parlait avant des données, ou de la confiance qu'on peut avoir dans ces projections économiques. Donc il y a d'autres valeurs qui doivent intervenir dans ces décisions, et notamment la confiance que l'on a dans la capacité à ces ouvrages d'avoir leur utilité dans le futur. Mais on voit que ce changement, ce mode de modèle d'affaires est dans un vrai changement de paradigme, puisqu'on passe à un monde du service. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de se demander qu'est-ce que je peux faire avec mon actif, c'est comment est-ce que je peux répondre au service qu'attend mon client et comment est-ce que j'utilise cet actif qui est à disposition pour lequel j'ai investi et j'attends un retour sur 80 ans.
Pour illustrer ce propos, nous sommes en train de construire un barrage sur le Rhône, à la hauteur de Massonger-Béronne. C'est un investissement qui se chiffre en dizaines, dans le haut de la fourchette, de millions. Et là, il faut avoir la confiance pour valoriser cette énergie sur cette longue durée, mais avec une approche qui est basée cette fois-ci sur le service à la société. Réciproquement, les consommateurs, et ça a été évoqué avant, deviennent des consommateurs. Donc vous voyez que ces modèles d'affaires, en quelques, là aussi, petites dizaines d'années, 2 décennies, ont impacté de manière prépondérante un modèle d'affaires qui était séculaire, qui ne bougeait pas pendant un siècle, avec des producteurs qui devenaient consommateurs et réciproquement. Donc ceci, plus l'élément précédent, font que le monde énergétique global, électrique en particulier, est rentré en profonde transformation de son activité. Le deuxième point a trait à l'équilibre. Comment est-ce qu'on arrive à maintenir un équilibre, toujours dans le but d'éviter ces fameuses crises? Quelques chiffres, je ne vais pas vous noyer avec des chiffres, mais pour vous donner une illustration de comment l'énergie électrique a été produite en 2021 dans les pays voisins. Alors en Suisse, on est bien dire, la majorité de notre énergie électrique est faite à base de sources renouvelables, hydroélectriques en particulier, et on le voit, nous sommes en grande partie, on le voit avec le cercle bleu en bas autour de notre drapeau, majoritairement hydraulique. Mais quand on regarde uniquement nos pays voisins, je fais abstraction des autres pays tels que l'Espagne ou l'Angleterre ou les pays nordiques, vous voyez qu'il y a beaucoup de gris et de noir encore. Donc vous pouvez imaginer que lorsque l'Allemagne, qui produit encore à moitié de son énergie électrique sur base d'énergie carbonée et de gaz, qui venait, comme vous le savez, en majorité de Russie, on a une forte dépendance. Le risque il est élevé de ne pas avoir assez de quantité d'énergie électrique de par cette dépendance et cette infrastructure de production. Il en va de même en France, vous le savez tous, le parc nucléaire est prépondérant, on le voit ici, aux 2/3 dans la production électrique française. Et on va le voir tout de suite après, nous sommes interdépendants de ces productions. L'Europe est comme une sorte de grande plaque de cuivre quelque part. Donc il ne suffit pas d'être autonome et indépendant sur le plan suisse. Nous sommes et nous faisons partie d'une communauté électrique européenne dans ce sens-là. Donc ce que nous faisons et ce que nous allons faire dans les années à venir dépend aussi de ce que nos voisins font en matière de production. Mais il ne s'agit pas d'avoir un volume qui est équivalent sur l'année, ce n'est pas le bilan annuel qui est important, vous l'aurez lu, il y a pas mal d'articles de presse sur la question. Vous voyez ici la courbe de production, ou plutôt les barres, ce sont les barres de production en 2021, avec quels ouvrages nous avons produit l'énergie électrique. Alors, nos amis de l'OFEN sont un peu taquins, donc la couleur jaune, ce n'est pas du solaire, c'est l'énergie nucléaire. Donc ne me demandez pas pourquoi ce code couleur, mais je vous rends juste attentif à ces codes couleurs qui sont différents de ce que je vous ai montré avant. Néanmoins, ce qui est important ici de retenir, c'est que vous le voyez, en été, nous produisons beaucoup plus d'énergie électrique que nous en avons besoin, donc nous l'exportons en Europe par les flux physiques. En revanche, notre problème, c'est en hiver. Et c'est pour ceci que des messages ont été adressés l'année dernière, que des mesures sont prises pour nous prémunir de cette pénurie qui est fragile essentiellement pendant les mois d'hiver et essentiellement entre février et mars. Donc ceci explique notre intérêt à notamment pouvoir transposer la production estivale en production hivernale, et on va le faire avec le développement de nouveaux ouvrages ou l'extension de capacité de production de stockage, notamment en Valais. Ça a été avalisé la semaine dernière par le Conseil d'État valaisan, pour pouvoir en fait pas produire plus, mais produire au meilleur moment dont nous en avons besoin. Mais ce n'est pas suffisant. Nous sommes dépendants, sur le plan énergétique, de l'Europe et en particulier de nos voisins. On le voit ici, cette carte a été montrée précédemment. Nous sommes interconnectés par le biais de 41 lignes à haute tension et moyenne tension avec l'étranger, avec nos voisins. Mais faute à un accord cadre au niveau européen, un accord bilatéral, nous allons être probablement exclus de ces échanges énergétiques, tout au moins des échanges énergétiques à court terme. Il faut savoir que l'énergie, nous l'achetons à 3, 4 ans à l'avance, mais également à 2, à 1 an, pour finir au lendemain
lorsque notre prévision est en décalage avec notre capacité de production, voire dans l'heure qui vient. Et pour ce faire, nous aurions besoin d'accéder au marché européen. De même, en été, on aimerait pouvoir vendre cette énergie excédentaire. Il est probable que nous soyons exclus de ces capacités d'échange. Nous sommes déjà sur le plan économique. J'espère que ça ne viendra pas sur le plan énergétique. Donc, M. Clouzet, face que nos édiles et nos élus politiques, tant européens que suisses, vous entendent et que cet accord puisse se développer, sans quoi nous serons vraiment mal et votre asile politique devrait peut-être être cherché en dehors de l'Europe à ce moment-là. Je ne vais pas revenir sur cette question, elle a été développée avant par le professeur. Cette distinction à avoir entre pénurie et blackout, on l'entend très souvent de la part de nos clients. Il y a une crainte sur le blackout, mais la question est à voir en termes de pénurie, puisque c'est cette disponibilité d'énergie qui est la plus critique. Le blackout, on en a déjà eu à des niveaux régionaux plus bas, plus faibles, mais qui sont maîtrisés. On a eu des risques, pas plus tard qu'il y a 2 ans, si je me rappelle bien, ça venait de Belgique, que l'ensemble de la plaque européenne parte en blackout. Fort heureusement, ça ne s'est pas produit, mais les énergéticiens ont prévu et sont prêts pour parer à ces risques. Alors, qu'est-il prévu au niveau fédéral? Vous avez tous entendu parler, je le pense, du plan Austral, je me permets de le rappeler ici. Donc la Confédération a mis en place, avec l'Association suisse des électriciens, depuis déjà maintenant plusieurs dizaines d'années, un plan qui permet de prévoir et de se prémunir sur ce risque de pénurie. Dans la première mesure, il s'agit de recommandations. On les a reçues, donc ce plan a été activé. On a reçu des informations, des conseils pour maîtriser notre consommation d'énergie de manière à limiter le risque d'entrer dans la deuxième phase qui, elle, est une injonction à couper un certain nombre de consommateurs au niveau de l'ensemble de la population sur des éléments non essentiels tels que, alors on cite toujours les piscines, n'est-ce pas, mais je pense aussi aux enseignes lumineuses. Il y a toute une série d'éléments qui ont été évoqués. Si ça ne devait pas suffire, un troisième plan serait activé. Il concerne les entreprises, les grandes, celles qui ont accès au marché libéralisé en l'occurrence, à qui il serait demandé de contingenter leur consommation. Donc ces entreprises n'auraient droit qu'à un certain volume de consommation, soit de manière immédiate pour le mois en cours, ou soit pour le mois suivant, selon un certain nombre de conditions. Mais ça a un impact évidemment très fort sur l'économie, sur les processus, aussi bien sur l'industrie, le primaire que le tertiaire. Et si ça ne devait pas suffire, à ce moment-là, la quatrième étape serait déclenchée, c'est le délestage qui serait appliqué dans un cas ultime qui consiste à couper des quartiers par circulation de manière tournante entre les différents quartiers. Donc ces quartiers ont été définis en fait par les différents distributeurs de concerts avec l'organisation Austral et l'organisation en cas de catastrophe, en cas de crise, pardon. Il faut savoir que l'ordre de couper, de même que l'ordre de délester, ne vient pas des entreprises électriques. Elle est définie en fait par l'Office fédéral de l'approvisionnement économique du pays. C'est cet office, avec le Conseil fédéral, qui édicte et qui donne les ordres soit de délestage ou de contingentement. C'est également cet office-là qui peut accorder des exemptions pour les entreprises dites critiques. Alors il faut savoir, on est rentré dans cette phase-là d'escalade. Heureusement, on s'arrête au niveau 1. Qu'est-ce qui s'est passé cet automne? Alors on le cite régulièrement, mais il faut savoir que le parc nucléaire français était à l'arrêt pour la moitié de ses installations, puisque ces ouvrages en fait ont été construits plus ou moins dans la même période et qu'ils ont vu apparaître des défauts de manière relativement synchrone. Donc ceci a généré une perte de production, vous l'avez vu avant, notre dépendance au nucléaire aussi français en hiver. Ceci couplé avec une perte d'approvisionnement en gaz du côté allemand. Là aussi, ça impacte notre capacité à être approvisionné en hiver. L'absence d'un accord cadre avec l'UE, je l'ai mentionné. Et puis la sécheresse qui a aussi impacté nos barrages et nos réservoirs hydroélectriques. Donc pour se préparer, être en capacité de répondre et d'organiser, nous sommes inclus, nous les électriciens, dans une organisation plus générale au niveau d'abord cantonal puis fédéral. Nous avons une task force chez Romande Énergie qui est active depuis août 2022. Elle est toujours en activité parce que si on a pu passer le cut, je dirais, de cet hiver, nous sommes extrêmement prudents en ce qui concerne l'hiver à venir. L'hiver a été très doux. Cet hiver que nous venons de passer, que nous finissons,
évidemment, notre capacité à pouvoir approvisionner la Suisse l'hiver prochain sera dépendant des critères que je viens d'évoquer en particulier. Donc nous maintenons cette task force de manière à être prêt à réagir, à anticiper autant que possible ces situations que nous ne voulons pas voir se produire. Il est temps pour moi d'aborder la troisième partie et dernière partie de mon intervention sur l'avenir, avec la question: aurons-nous assez d'énergie et si oui, à quel prix? Je vais le faire avec deux graphiques essentiellement. Ceci est une équation électrique relativement simple. Alors que les spécialistes me pardonnent, on peut toujours discuter sur les chiffres. Est-ce que c'est 90, est-ce que c'est 80, 2, 3 ça dépend où on prend ces données. On en a parlé avant. Celles-ci sont tirées de données scientifiques. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que notre consommation va considérablement augmenter au cours des 30 prochaines années. Et c'est essentiellement dû par l'intensification de l'électrification de nos sociétés, pour l'électromobilité, mais aussi pour le chauffage, avec les pompes à chaleur. On va avoir la croissance du digital, qui aura un impact notable sur la consommation, et bien entendu l'augmentation de la population. Donc ces trois éléments combinés font que notre consommation va augmenter de 50% dans ces 30 prochaines années. Alors comment est-ce qu'on produit l'énergie pour être en synchrone? Et là, je ne parle même pas de produire de manière synchrone en fonction du moment de l'année, déjà sur le bilan annuel. Vous voyez qu'en 2020, on a encore une grande partie de nucléaire, 23 TWh, ça c'est en 2020, avant que Mühleberg ferme, sauf erreur. On va abandonner, on a décidé d'abandonner le nucléaire, donc il faut compenser ces 23 TWh. L'absence d'accord cadre également pourrait générer un risque de perdre un accès à l'importation en hiver d'environ 10 TWh. 10 sur les 90 dont on aura besoin, c'est considérable. Donc nous avons besoin de cet accord sur l'énergie électrique avec l'Europe. Et puis en termes d'hydroélectricité, nous sommes en saturation et on va pouvoir construire des nouveaux barrages, mais pas pour produire plus, mais pour produire un meilleur moment en hiver. Donc l'équation nous demande de trouver 51 TWh, on en consomme 60 aujourd'hui, donc il faut qu'on en trouve 51 d'ici 2050. Il a été montré une carte, comment est-ce que l'OFEN prévoit de produire cette consommation. Le solaire sera le vecteur principal de production, 34 TWh sur les 90 attendus, donc un tiers qui sera fait avec le solaire. On en a fait 3,7 en 2022, donc 10 fois plus. L'éolien, 4 TWh, ce qui représente la production de 1000 éoliennes. Donc pour l'instant, on a quelques dizaines d'éoliennes en Suisse, je pense. Donc il y a encore un certain nombre d'enjeux et il y a surtout un gap d'environ 13 TWh à aller chercher par différentes mesures technologiques. Ça peut être du stockage, mais également législatif. J'espère que les décisions qui viennent d'être prises par notre Parlement en fait, seront de nature à accélérer et favoriser ces éléments de production. Et puis, si on peut produire, il faut savoir à quel coût. Donc là, je vous mets un graphique qu'on aime bien montrer, non pas pour vous dire, on vous l'avait dit, parce qu'on n'en sait strictement rien. Et puis ceux qui vous disent, ah, de toute façon, l'énergie va rester extrêmement chère, on n'en sait rien, franchement. Mais il y a des tendances qui nous permettent de croire que l'énergie ne sera plus aussi bon marché que les 2 centimes qu'on a connus en fait en 2016. Alors ça, ce sont des euros par mégawattheure, mais pour faire simple, vous divisez par 10 et ça vous donne des centimes par kilowattheure. Donc, on a eu des éléments conjoncturels qui nous ont fait varier ce prix de l'énergie électrique. Tout à gauche, on avait un prix à 9 centimes, à 9 euros par mégawattheure, mais l'euro était à 1,6, 1,60 franc à cette époque-là. Donc beaucoup plus cher. Et puis après, on a des éléments comme Fukushima qui ont initié l'arrêt du nucléaire. Le gaz de schiste est venu en masse sur le marché chinois depuis les États-Unis, donc avec une abondance de production, et ça fait chuter le prix de l'énergie électrique à 2 centimes par kilowattheure. Une reprise économique, plus de demande, ça remonte un peu. Mais vous voyez que c'est marginal sur la durée, en fait. Mais on pensait à l'époque que c'était majeur. Et en 2016, j'avais encore des clients qui me disaient, alors qu'ils pouvaient signer des contrats d'énergie, ces fameux contrats auxquels les grandes entreprises ont accès, ils pouvaient signer à 3 centimes. Ils me disaient, j'attends encore un peu, je pense que ça va baisser. S'il avait pu signer pour 20 ans, je pense qu'il l'aurait fait à ce moment-là. Et puis, ce sont les marchés qui, en fait, ont été sensibles à ces différents facteurs, comme le drame ukrainien, et puis
la crise du Covid. Mais vous voyez que des éléments également structurels comme le parc de production nucléaire français et son arrêt pour moitié de ces réacteurs ont eu un impact majeur. En gros, de l'énergie qui coûtait 5 centimes en 2016, aujourd'hui coûte à peu près 1 franc. Donc on a un facteur 20. Mais on est passé entre deux, on est passé de 2 centimes à 1 franc, avant de redescendre assez drastiquement aussi. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le prix est tributaire de l'offre et de la demande. Le prix ne dépend pas des coûts de production, mais est strictement lié à un mécanisme d'offre et de demande en matière d'énergie électrique. Et la Communauté européenne, la Commission vient de le confirmer la semaine précédente. Voilà, en guise de conclusion, ce que j'aimerais vous dire, c'est que, vous le voyez ici, bien sûr, on peut préparer l'avenir pour être moins dépendant de l'étranger, d'être plus autonome. On peut avoir des meilleures productions. Les énergéticiens ont leur rôle à jouer, les politiciens aussi, mais ceux qui ont un tout aussi grand rôle, si ce n'est pas plus grand, ce sont chacune et chacun des consommateurs, qu'on soit consommateur particulier, une collectivité, une entreprise, pour anticiper ces différents moyens de consommation. On a innové sur le plan technologique, on peut encore faire mieux certainement en termes de stockage, il y a encore des éléments technologiques à innover. En matière de financement, il y a des capitaux, alors ça manque peut-être un petit peu de liquidité, les flux manquent de liquidité, mais on en a. Mais ça sera mon takeaway, à mon tour. S'il y a quelque chose à retenir en termes d'innovation pour être préparé, c'est sur l'innovation de l'usage de l'électricité. Et là, on en est encore au balbutiement. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur la technologie, très peu sur l'usage. Et je pense que c'est ce vers quoi l'ensemble de notre société doit se diriger. Comment mieux utiliser l'énergie dont nous avons à disposition. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne suite de forum.